Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 16 avril 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé, on va dire, en net repli hier, des indicateurs économiques et des résultats de sociétés en chute libre étant venus rappeler aux investisseurs bien, la brutalité de la crise en cours, reléguée toutefois au second plan ces derniers jours, comme vous le savez, par les espoirs de stabilisation de la pandémie de coronavirus et aussi de sortie progressive du confinement dans plusieurs pays. Ce regain d'aversion au risque se traduit entre autres par une remontée du dollar et par un regain de tension sur les emprunts d'État italiens. Alors que la présentation mardi par le FMI, donc le Fonds monétaire international, avec de nouvelles prévisions économiques augurant d'une récession brutale n'avait pas ému, on va dire, outre mesure les investisseurs, plusieurs statistiques économiques sont venues les rappeler à la réalité. En effet, on a eu la production industrielle américaine qui a baissé de 5,4% et la seule production manufacturière accuse un repli de 6,3%, la plus marquée depuis 1946. Côté US, Wall Street a terminé en baisse aussi mercredi avec les préoccupations, comme je vous le disais, toujours liées au coronavirus ayant repris le dessus. On a eu surtout les résultats des publications trimestrielles de plusieurs grandes banques. Plusieurs indicateurs économiques sont venus aussi confirmer que la crise sanitaire s'était effectivement propagée à l'économie américaine, comme en témoigne la chute historique de 8,7% des ventes au détail enregistrées au mois de mars. Et l'inquiétude, c'est également, on va dire que l'inquiétude est également de mise sur le front de la production industrielle, fortement pénalisée par la fermeture de nouveaux sites. D'après la Réserve fédérale, l'activité du secteur industriel aux États-Unis a baissé de 5,4% le mois dernier, du jamais vu depuis 75 ans. Concernant les banques, du moins les résultats des sociétés, les banques ont subi elles aussi de lourdes pertes, conséquence de la publication des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds du secteur. Entre autres, nous avons eu Bank of America et Citigroup qui ont ainsi annoncé que leurs bénéfices avaient fondu de moitié à cause des provisions passées en anticipation des répercussions de la crise sanitaire, et les titres ont chuté respectivement de 6,49% et 5,63%. Côté macro, ici, ce sont les stocks de pétrole, puisque hier, nous avons pris connaissance des stocks qui ont fortement augmenté une nouvelle fois, hein, le pétrole a quand même reculé. Force est de constater que les stocks atteignent un niveau record aussi, du jamais vu depuis quasiment 20 ans. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant le pétrole chute malgré un soi-disant accord passé entre l'OPEP, mais cela ne suffit pas à relancer la dynamique sur les cours du pétrole. Effectivement, on a quand même l'Agence internationale de l'énergie qui avait plombé, on va dire, la dynamique en estimant que les baisses tout simplement de production annoncées ces derniers jours ne suffiraient pas à compenser la chute de la demande. Et c'est ce que les investisseurs actuellement anticipent eux aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas de rebond pour le moment sur le pétrole, car Donald Trump avait promis 15 millions, on en a eu 9,7 de réduction de production de barils, et derrière, on a toujours, enfin du moins, voilà, l'Agence internationale de l'énergie dit clairement que ça ne suffira pas non plus à compenser la chute de la demande.
Ici, c'est un graphique pour mettre en perspective ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt concernant les ventes au détail US. Mais pareil, ça permet de faire un parallèle, je trouve, et de voir qu'il faut remonter très loin dans le temps pour voir une baisse aussi profonde euh, des ventes au détail qui ont plongé un record, en fait, tout simplement un record de 8,7% sur le mois de mars par rapport au mois précédent. Et effectivement, hein, la distanciation sociale, les blocages, les restrictions de voyage liées à la pandémie le mois dernier, eh bien, ont fortement réduit les ventes au détail, qui représentent quand même environ 25% de toutes les dépenses de la consommation. Donc, c'est une donnée qui n'est pas à prendre à la légère. Et malgré qu'on ait des indices qui montent quand même sur les US, force est de faire un parallèle et de constater que peut-être que les marchés avancent avec des œillères, sont dans le déni et pensent surtout que toutes les liquidités qui vont être injectées par la Fed vont résoudre en fait tous les problèmes économiques et que derrière on va repartir avec une croissance et une reprise en V-bottom, qui est actuellement le scénario qu'anticipent plusieurs opérateurs de marché. Passons au graphique et tout de suite le CAC 40. Alors le CAC, belle bougie flux hier sur borne haute de range. On est dans un range. On est dans un range euh, ici. Voilà. Ça n'a pas changé. Il faut vendre en haut, acheter en bas. Actuellement, ça se stabilise. On a cet après-midi les allocations chômage. J'en reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard sur ce, sur cette news de marché, sur cet indicateur de marché qui va être encore une fois assez intéressant et pertinent, puisque je m'attends à ce qu'on sorte une nouvelle fois un lapin du chapeau. Je vous expliquerai plus tard pourquoi sur le Dow Jones, quand je ferai un point dessus. Concernant le CAC, on est dans un range en fait. 4000, ça n'a pas évolué depuis hier, on est sur 4000, 4560 et 4140. Et le pivot clé à ne pas franchir, bah, c'est les 4140. Pourquoi? Sinon, c'est double top et là, direction 3008. Et pour le moment, on est dans un range de consolidation. Euh, on a une belle bougie flux et effectivement, si on a une nouvelle rotation, ce serait d'aller chercher le gap qui est juste ici, voilà, à 4002 à peu près. Et puis derrière, soit se positionner à l'achat pour se dire, bon, nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range, ou au contraire, cassure et double top pour fin de la hausse. Et là, actuellement, bon, bah, on est presque au milieu du range, pas tout à fait, mais on stabilise, et pour moi, le CAC va devenir intéressant au-dessus des 4006 pour une poursuite de la hausse en direction des 4930. Sinon, c'est 4140. Oula, si on retourne ici sur les 4550, pourquoi pas voir si on a un signal de retournement. Mais pour moi, les niveaux clés, étant donné que je cherche plus des mouvements de plusieurs points en swing, ce sera soit la borne basse, soit la borne haute, soit la cassure, ou soit la cassure en bas. Concernant le DAX suit son chemin pour le moment, on va dire. En données 4 heures, on a toujours cette oblique haussière qui vient soutenir les prix. On n'est toujours pas venu combler le gap, hein, ici, hein. Même hier, on n'est pas parvenu en séance à combler le gap. Le premier élément de marché intéressant, ce sera la cassure de l'oblique. Cette cassure d'oblique enverrait un premier signal plutôt fort, je trouve. Et éventuellement, on a peut-être une épaule tête. Bon, elle n'est pas du tout formée, je ne vais pas l'anticiper, mais il faudrait regarder sur les futurs. Peut-être qu'on a une épaule tête-épaule qui est en train de se former. Et donc, la cassure de la ligne de coup avec notre oblique serait intéressant. Ça enverrait un premier signal de fin de hausse, en tout cas.
Et en données, on a quand même eu une belle bougie, hein, un peu en étoile du matin. C'est dommage que cette bougie-là manque de corps, en fait. Sinon, on a un beau pattern. On a un beau pattern de retournement, mais cette bougie ici, c'est... Après, voilà, ça va être une variante de l'étoile du soir, mais on est dans une configuration d'étoile du soir. Hein, si je vais sur le futur, après, ça dépend lequel je prends. Si je prends le DAX futur 8h, 22h, voilà, on la voit qui est un peu mieux ici. Et effectivement, on est sur un pattern de retournement. Puis là, peut-être que ça veut tenter de faire l'épaule tête-épaule. Ouais, il faudra encore qu'on ait un peu plus d'amplitude, mais ça manque d'amplitude. On voit ici, mais à surveiller. Il faudra surveiller la cassure de l'oblique. Et voyons voir si cet après-midi, les chiffres concernant les allocations chômage aux États-Unis va impacter le marché ou au contraire, ça va une nouvelle fois sauver le marché. Concernant le Dow Jones, pas grand-chose, hein, le Dow Jones qui perdait quand même 2,5. Tiens, mais on voit qu'on travaille un gros niveau en fait. Toujours, hein, ça n'a pas changé, on est vraiment sur notre gros niveau, les plus bas de 2018, la moyenne mobile 200 hebdomadaire, et on la travaille, on est vraiment sur un gros niveau. Pour moi, une clôture hebdomadaire au-dessus de la même 200, ce sera plutôt des achats qu'il faudra chercher, et au contraire, si on échoue bien et qu'on repasse sous les 23 320, ce sera plutôt des ventes. En journalier, pas grand-chose, on n'a pas vraiment cette étoile du soir ici, mais elle manquait de corps, cette bougie qui était juste là. La bougie d'hier nous indique rien du tout, si ce n'est un gap un peu pareil, un peu une étoile du soir un peu tronquée, je trouve, mais pas très jolie. Ce qui m'intéresse le plus, ça va être en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on a un beau biseau pour le moment. Et j'attends. La cassure devrait donner logiquement des objectifs baissiers pour venir combler le gap qui est juste ici. Et là, on a un magnifique biseau et on surfe avec la borne basse. Donc, on a un beau niveau de support ici, éventuellement un petit double top là, qui est en train de se faire. Ligne de coup, ce serait les 23 000. Et si on cassera en parallèle l'oblique, et donc repli sur les 22 000, et ensuite les 21 000. Et on peut très bien continuer à monter jusqu'aux 24 000, au contraire, si on casse la moyenne mobile 200. Pour revenir aux demandes d'allocation chômage aux États-Unis, pour faire un petit rappel, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis depuis 3 semaines. Le dernier, c'était le jeudi. Voilà, c'était ici. Donc le marché avait ouvert en gap directement parce que c'était sur les futurs à 14h30. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, qu'à chaque fois que ces chiffres tombent, on a une news en parallèle qui vient contrer, qui vient absorber la mauvaise news. Et il y a un timing parfait qui est à chaque fois, qui est là à chaque fois. Ici, par exemple, c'était sur les futurs. Il faudrait que je passe sur les futurs. Euh, voilà, c'était ici, première fois. Bon, on avait eu, je crois que le Dow Jones avait pris quasiment plus 2. Ici, on a vu la Fed en même temps, même timing, à 14h30. Si je mets là.
Voilà, ici. Ici, à 14h30, on a eu des chiffres catastrophiques. Derrière, la Fed, boum, injecte 2300 milliards sur les marchés en parallèle, vraiment à 14h30. Donc, on annule l'effet catastrophique des chiffres du chômage, puisque la Fed injecte 2300 milliards. Et l'indice avait pris 2% derrière, alors que les chiffres étaient désastreux. Ensuite, c'était il me semble, c'était le 2 avril. Et pareil, c'était ici, et ici, le 2 avril, c'était Donald Trump qui tweetait comme quoi il y avait un accord avec l'OPEP à venir, avec une réduction de 15 millions de barils. Donc on a eu les chiffres catastrophiques du chômage, derrière ça baissait, tweet de Donald Trump, boum, c'est faire partir le marché. Et avant ça, ça remontait bien sûr au 26 mars, il me semble. Et pareil, le 26 mars, voilà, c'était par ici, ici. Et le 26 mars, même chose, on constate les chiffres catastrophiques du chômage, des demandes d'inscription au chômage. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le G20 qui annonce qu'ils vont injecter 5 000 milliards dans les marchés. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a ces données économiques qui tombent, on a dans les 5, 15, voire 30 minutes maximum, une news qui vient contrer l'effet négatif. G20, Trump, Fed. Ici, Fed. Et attendons de voir aujourd'hui, peut-être que nous allons encore avoir une news suite aux chiffres du chômage. Il me semble que Trump doit parler, peut-être que ça va avoir encore un effet, ou peut-être qu'une banque centrale va injecter des liquidités, peut-être que la Fed va se manifester. Mais voilà, c'est des éléments que vous devez maîtriser et qu'il est important de prendre en compte pour comprendre en fait comment la dynamique des marchés, pourquoi les marchés réagissent comme ça alors qu'on a des mauvaises news. C'est qu'en fait derrière, en parallèle, on a des bloqueurs, on a des catalyseurs qui viennent absorber la mauvaise news pour relancer le marché. Donc c'était une petite parenthèse que je trouvais intéressante de faire concernant la psychologie, on va dire, des marchés. Passons au Forex. Euro AUD, on va faire des paires qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, c'est un peu plus intéressant. Parce que Euro USD, ça n'a pas changé. Euro GBP, c'est toujours la même chose. Donc, à part me répéter, j'ai voulu essayer d'aller sur des paires un peu plus punchy, on va dire. Ici, j'aimais bien cette paire Euro AUD avec une étoile du matin Doji qui est en formation. On a bien retracé et on était venu combler ce gap. Vous voyez que c'est quand même assez propre, hein. On est quasiment venu combler au pips près ce gap. Et derrière, on a une belle étoile du matin, Doji, qui se configure et on réintègre la moyenne mobile 50. Donc elle faisait office de support, on la casse juste pour venir combler le gap, boum, on réintègre, bougie qui a du corps et on réintègre aussi au-dessus du support horizontal et de la MM50. Donc à voir si le marché va continuer, mais en tout cas on pourra avoir une fin de baisse. Pour celles et ceux qui étaient short sur l'euro AUD, pensez à prendre quelques bénéfices ou à baisser vos stops, parce qu'ici, il y a un signal de retournement, logiquement. Et ne pas oublier que la dynamique de fond est haussière. Ainsi, si ce signal est validé, en tout cas il est validé pour moi, s'il n'est pas invalidé plutôt, on pourrait aller chercher les 1,7670 et pourquoi pas retourner sur les 1,80. Mais j'aimais bien cette configuration assez propre sur un niveau clé, comblement du gap et derrière chandelier de retournement en tout cas. À noter sur vos graphiques. L'AUD USD. La UD-USD, très propre aussi, hein, voilà, plus bas de 2009, ici c'est la zone clé, c'est ce gros niveau entre 0,64 et 0,6290, c'est une énorme zone, mais on voit que ça a énormément travaillé. La dynamique de fond, elle est baissière, on a eu un excès baissier, on est allé trop bas, trop vite. Derrière, rebond technique, mais en journalier, pour moi, pareil, vous voyez, avec encore l'effet de la moyenne mobile 50, je trouve qui est agréable, c'est cassure, fausse cassure, réintégration avec avalement. Là, on a un bel avalement baissier qui s'installe justement sur cette paire.
et on réintègre la moyenne mobile 200 et on bute, rappelez-vous aussi, sur les plus bas de 2009. Donc pareil, pour celles et ceux qui étaient à l'achat sur la USD, attention, on pourrait assister à un repli, en tout cas en direction des 0,61 et des 0,59. Est-ce qu'on donnait 4 heures? Non, pas de divergence, c'est dommage. Et oui, en données 4 heures, si c'est vrai, on a ce canal. Vous voyez, on a quand même ce beau canal, on est en train de casser, on est venu le casser, donc ça devient intéressant. Ça devient intéressant sur cette paire-là. Je sais qu'on avait aussi une ligne de résistance support ici, et là on sort par le bas du canal, donc et on a un avalement en données 4 heures. Donc prudence sur l'AUD USD. GBP USD, même constat. C'est vraiment des paires qui ont la même configuration un peu partout. Et cassure de MM50, réintégration avec avalement. Ce qui est dommage ici, c'est le mesh. C'est juste ça qui me dérange et que finalement, on est clôturé en fait sur support. Vous voyez, on a réussi à sauver le support des 1,25 qui est juste là. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on ait réussi à sauver le support, mais j'aime bien cette convergence, vous voyez, MM200, MM50, on est sur support, on fait l'avalement, dommage qu'on ait un peu trop de mèches, mais pareil, il me semble que si on casse les anciens plus hauts, derrière on pourra avoir un repli en direction d'un 22 en tout cas. Et ici, on a un gros niveau quand même, hein. 50, 200, support, là on est en train d'enfoncer le support, il faut vraiment qu'on enfonce les plus hauts d'ici là. Là, si on enfonce ce niveau, on pourrait aller chercher l'1,22. Enfin, pour terminer, Euro NZD. Mais encore une fois, c'est des paires qui ont toutes les mêmes configurations. Vous voyez, on vient chercher la moyenne mobile 50. On en parlait dans les stratégies bourses de ce plan. On l'avait évoqué. Je vous disais que on était sur on s'approchait des anciens plus hauts ici. OK. Des 2018 et de 2015, on était sur une zone donc de prix. Et qu'en journalier, en daily, on s'approchait et on avait la moyenne mobile 50 qui venait s'aligner, que la moyenne mobile 50 était justement pentue et que derrière, il faudrait éventuellement chercher un signal. Boum, là, ça n'a pas manqué. Gros repli, on va dire, énorme pullback du coup sur les anciens plus hauts de 2018 et de 2015 ici. Et derrière, l'euro semble prendre appui pour repartir. Dans ce cas-là, premier niveau à aller chercher, bien sûr, on y est déjà. Et deuxième niveau, pour moi, ce serait d'aller chercher les 0,1, les 1,86, 75. Côté matière première avec le gold, pas grand chose à dire sur le gold, à part que c'est haussier, théorie de dos, des plus bas de plus en plus haut, oblique 4 heures qui doit permettre de cadrer la dynamique haussière des prix sur vos graphiques. Et puis attendons de voir. Attendons de voir. De toute façon, l'injection de liquidités massives par les banques centrales soutient le cours de l'or. Donc pour moi, ça reste haussier, direction 1750. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on aura massivement des liquidités sur le marché, le cours de l'or va continuer de monter. Donc le scénario, c'est dynamique haussière, il n'y a pas de doute. Ça consolide, limite acheter sur repli pour viser 1750, cassure 1800 et ainsi de suite, step by step, aller chercher de plus en plus haut. Si cassure, premier signal d'alerte, et deuxième élément d'alerte, c'est si les bourses plongent une nouvelle fois. Nouvelle vague de baisse de, je sais pas moi, 4, 5, même aller en 4-5 séances, on perd 10-15% à la suite. Il y aura des prises de bénéfices, c'est sûr et certain. Donc pour le moment, c'est haussier, les indices ont un peu chuté hier. Le marché américain reste solide. L'or profite de l'injection massive des liquidités sur le marché, haussier. Toutefois, warning si nouvelle chute, nouvelle baisse des indices assez violente, car on aurait de nouvelles fois des prises de bénéfices pour aller combler, on va dire, des appels de marge sur d'autres marchés. Le Brent.
sur support, c'est le Brent, mon avis, n'a pas changé, hein. On consolide. Bon, là, on est sur un support. Toujours un peu ce range. Pour moi, vraiment, le Brent va m'intéresser au-dessus des 34 ou en dessous des 24. Voilà. Le WTI est un peu plus propre pour le coup, mais le Brent, j'aimerais qu'il aille soit vraiment à 24,5, soit au-dessus des 34. Et à moyen long terme, c'est les 20. Je garde quand même cet objectif en tête d'aller chercher les 20. Ce serait pas mal. Et là, ce serait vraiment très propre pour se positionner sur le pétrole, je pense. Mais en données 4 heures, on est dans un range en fait. Vous voyez, on a le range là. Peut-être qu'on a un support dans le range, ça pourrait reprendre, on tente un avalement. Mais je commencerai à m'intéresser au pétrole quand il arrivera à casser sa moyenne mobile 50 et 200. Là, je me dirais peut-être qu'il y a quelqu'un en face. Mais pour le moment, la moyenne mobile 50, on a eu énormément de mal à la casser. Il a fallu un tweet de Trump pour déclencher tout ça. Et donc la moyenne mobile 204 heures, pareil, je vais la surveiller. Mais le vrai niveau, pour moi, ça reste les 35. Ou les 24,5, pour aller chercher plus bas derrière. Le WTI, un peu plus propre. On est sur borne basse de range. Mais c'est la même configuration, hein. Ce qui va m'intéresser sur le WTI, ça va être la cassure des 28,35. Dans ce cas-là, oui, je pourrais avoir une hausse un peu plus soutenue pour aller chercher les 37. Mais si on casse la borne basse, on est dessus, hein, on est vraiment dessus. Là, on travaille, on a failli la casser. Je pourrais quasiment la réajuster, cette borne basse de rectangle. Là, si je prends un peu les mèches, on a un cours dessus, on tente de sauver, mais et après on a quand même un gros niveau de support trimestriel. Mais si on casse tout ça, c'est direction les 12. Ça paraît assez aberrant, assez ambitieux, je dirais, mais techniquement, c'est l'objectif, hein. Je n'invente rien en fait. Techniquement, si je reporte la hauteur de ce range, c'est les 12. C'est les plus bas annuels sur le pétrole, enfin, les plus bas historiques sur le pétrole. Et ici, le range a parfaitement bien fonctionné. Donc certes, on était quand même à 60. Là, on me dit, oui, mais on est à 20, le pétrole ne va pas tomber à 10. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ah, ici, c'est un sacré niveau, hein. Si le pétrole va là, par contre, oui, là, ça va vraiment devenir intéressant, hein. Cette zone de prix, juste ici, là, cette énorme zone de prix, comprise entre allez, 10 et 12 et 11,6. Oui, là, on a un sacré support. Là, j'irais quand même pas dire si on va en dessous, on va aller à 6, faut pas non plus abuser. Mais si l'analyse technique suit les fondamentaux derrière, eh bien, ce niveau-là, il faudra le mettre à profit par contre. Parce que là, on est sur une énorme zone, on est sur une zone annuelle. Annuelle, d'habitude, je ne vais pas souvent sur des zones annuelles, c'est plutôt trimestriel ou mensuel que je travaille, mais là, c'est un niveau annuel. Donc ici, warning. Bon, pour le moment, on n'en est pas là, bien sûr, c'est uniquement un scénario, mais j'évoque tous les scénarios. Je dois évoquer sur le pétrole, il ne faut pas se dire c'est trop bas, il ne peut pas aller plus bas. Non, il faut évoquer tous les scénarios. Donc, scénario le pire, c'est cassure, on va chercher les 12. Meilleur scénario, c'est ça tient. Ok. Signal de retournement ici, on va chercher les 23. On remonte en haut aux 28, on casse les 28, on va chercher les 37. Donc, scénario le plus optimiste, scénario le plus pessimiste. Voilà. 12, 37. À moyen terme, ça va être ça. Pivot clé, ici. Deuxième pivot clé, ici. Pivot clé pour limiter la casse. Pivot clé pour poursuivre la hausse en direction des 37. Aussi simple que ça sur le pétrole. Et derrière, on fait rien. On attend un signal soit ici, soit sur la zone trimestrielle, soit là, soit au-dessus derrière. Et à moyen terme, bien sûr, c'est d'aller chercher le gap qui est là, hein.
celui-là, il va être comblé. On mettra peut-être plusieurs mois, mais il sera comblé. Aller chercher un pétrole à 40, c'est possible, oui. Retourner sur un pétrole à 110, faut oublier, c'est terminé. Mais aller chercher les 40, oui, à moyen terme, j'y crois, en tout cas. Et ça, je n'exclus pas ce scénario de moyen long terme d'aller chercher ce gap-là, bien sûr, bien évidemment. Pour finir, la crypto-monnaie Bitcoin, ça devient intéressant. Ça devient intéressant sur la crypto dans le sens où on avait un biseau en fait, et on en est sorti par le bas. On est venu tester notre support ici, on n'a pas réussi à le casser, et derrière on a une bougie flux qui retourne chercher la moyenne mobile 50. À chaque fois, on a vu que la moyenne mobile 50 faisait effet ici. Boum, elle est venue coiffer parfaitement les prix. Là, on prend plus 6,5, on est sur support et on tente quelque chose. On a un suravalement. Voilà, on sent qu'il y a une force acheteuse qui se met en place sur le BTC et que finalement, on pourrait peut-être aller chercher les 7630, voire les 8000. Ça, c'est l'élément que j'aime bien. L'élément que j'aime moins bien, bien sûr, c'est la sortie de Biseau, qui évoquait plus une correction, ou du moins une chute vers les 5008, 6100. Là, derrière, on est sur support, on prend plus 6,5, avalement, on tente de casser la MM50, et en données 4 heures, on pourrait croire qu'on est dans un canal baissier drapeau. Vous voyez? Finalement, on casse le biseau, mais c'était juste pour faire une consolidation latérale, pas vraiment latérale, mais dans un canal baissier, un peu en mode drapeau. Et derrière, si on casse tout ça, on va exploser en direction des 7630 et pourquoi pas 8000. Et au contraire, si on échoue et qu'on casse le support, c'est direction les 5008. Mais là, on est en train d'avoir, on est sur zone, on est en train de faire un avalement daily, on tente de sortir par le haut de ce canal haussier. Finalement, j'ai l'impression que la crypto n'a pas tellement capitulé tout de suite, n'a pas encore capitulé, et que on pourrait avoir un flux qui s'installe, en fait, une reprise haussière. Mais pour ça, il va falloir attendre quand même la cassure de la MM50 Daily, bien sûr, mais la clôture de la bougie journalière, qui sera décisive et primordiale pour se dire oui, on a bien eu une bougie flux, parce que là on prend plus 6,5. Si ce soir on clôture à plus 2, finalement le scénario tombe à l'eau. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire aussi sur, du moins à la formation concernant les figures chartistes, comment trader les figures chartistes, la semaine prochaine, mercredi à 14 h. Sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour faire un point sur les marchés. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et soyez prudents dans la prise de vos positions.